Bon après-midi à toutes et tous. Good afternoon to all. It's already 2 p.m., so we like to start our events on time. Il est déjà 14 heures, nous aimons être à l'heure, ce sera donc chose faite. Cette séance va se tenir en français, mis à part la dernière oratrice qui a décidé de s'exprimer en anglais, vu que ses clichés sont en anglais. La plupart d'entre nous sommes francophones, raison pour laquelle nous allons demander aux interprètes de travailler dans les deux directions. J'aimerais savoir qui ne parle pas français dans la salle. Très bien. Alors, utilisez vos écouteurs. Nous avons les interprètes parmi nous, en cabine, au-dessus de la salle. Vous pouvez choisir le bon canal et tout fonctionne parfaitement. Mais notre collègue au bout de la table va s'exprimer en anglais. Ici, les écouteurs. Ici, donc n'hésitez pas à vous avancer. Maintenant, je ne trouve plus mes mots en français. N'hésitez pas, il y a de la place. Voilà, bienvenue. En tout cas, nous sommes ravis que vous soyez dans cette salle ou en ligne avec nous parce que cette conférence est enregistrée et elle est live sur notre channel YouTube. Donc, bon après-midi à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints au Geneva Health Forum pour cette session sur le rôle des ONG, donc des organisations non gouvernementales, dans le renforcement de la santé environnementale. Et comme c'est moi qui pilote les slides, laissez-moi bouger ça aussi. Cette séance est filmée, comme je viens de le dire, et retransmise en direct sur notre chaîne YouTube. Nous allons également la résumer, et pour celles et ceux qui sont intéressés, il sera possible de la révisionner en français et en anglais sur notre site, ainsi que d'accéder au résumé de la session. Alors moi, je m'appelle Diana Risolio, je suis la coordinatrice du réseau Environnement de Genève, en anglais Geneva Environment Network, qui est un réseau en fait qui regroupe tous les acteurs de la Genève internationale qui travaillent sur des questions environnement au niveau international. Donc les membres de ce réseau sont évidemment des organisations des Nations Unies, d'autres organisations intergouvernementales, mais aussi des organisations non gouvernementales, des institutions académiques, les autorités locales et quelques autres institutions. Il y a plus de 100 institutions au secrétariat à Genève qui travaillent sur des questions d'environnement au niveau international. Et évidemment, nous nous engageons beaucoup avec les diplomates aussi. Vous avez plus de 180 pays qui sont représentés à Genève. Donc, beaucoup de choses qui sont faites aussi en partenariat avec beaucoup de gouvernements depuis Genève sur ces questions-là. Donc, le réseau que j'anime est hébergé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et est soutenu financièrement par la Suisse. Le siège du lieu, donc du Programme national pour l'environnement pour lequel je travaille, n'est pas à Genève, il est à Nairobi au Kenya, mais sa plus grande présence en dehors du Kenya est ici à Genève. Pourquoi? Parce que vous avez ici à Genève une grande partie du système des Nations Unies et tous ces acteurs que j'ai brièvement mentionnés dans mon introduction. Et ce qui est important de souligner par rapport à Genève, et puis vous l'aurez compris parce que vous êtes ici au Geneva Health Forum, c'est qu'à Genève, on a la présence de l'Organisation mondiale de la santé et de nombreuses autres organisations actives dans ce domaine, ce qui fait de Genève le centre mondial pour la gouvernance des questions en lien avec la santé. Donc tout ce qui est en lien avec santé et environnement est aussi quelque chose de très... Enfin, Genève est aussi important dans ce domaine-là et donc c'est aussi pour cela que nous sommes actifs sur ces sujets depuis Genève. Donc ma spécialité à moi, vous l'aurez compris, c'est l'environnement et non la santé. Et sur ce panel, nous avons des spécialistes ou activistes de la santé que j'aurai le plaisir de présenter au fur et à mesure que je leur donnerai la parole. Comme ne cesse de le répéter le secrétaire général des Nations Unies et mes collègues au Programme national, notre planète fait face à une triple crise du dérèglement climatique, de la perte de biodiversité et de la pollution. C'est de ces trois crises quand on parle de crise environnementale. Toutes ces crises ont un impact sur notre santé, bien que les preuves scientifiques s'accumulent et qu'une prise de conscience émerge dans la société.
les nécessaires changements tardent à se mettre en place. Je souhaite relever ici l'importance de panels tels que le GIEC, en anglais c'est IPCC, qui est le groupe international d'experts sur le climat, dont le siège est d'ailleurs à Genève, mais aussi l'IPBES, qui est l'équivalent pour la biodiversité, et une décision récente prise à l'Assemblée pour l'environnement des Nations Unies de mettre en place un panel d'experts scientifiques pour les questions liées aux produits chimiques, les déchets et la pollution. Donc on va avoir des panels pour les 3 crises, on va avoir des réponses scientifiques qui nous permettront de prendre les mesures qui s'imposent. Alors, des experts nous donnent donc les preuves scientifiques des crises environnementales auxquelles nous faisons face, avec des scénarios sur ce qui nous attend, mais on le voit notamment avec le GIEC qui existe depuis plus de 30 ans, la mise en place de mesures de gouvernance pour éviter ou pallier à ces crises est souvent assez lente. Les membres de ce panel sont des sortes de héros qui mobilisent leur communauté pour faire en sorte que des actions soient prises par les autorités pour prévenir ces crises qui ont des impacts importants sur notre santé. Nous avons des communautés qui se mobilisent donc, pour que les autorités agissent et développent les réglementations qui sont essentielles. Alors, la première personne à qui je vais avoir le plaisir de donner la parole cet après-midi est André Cicolella, qui est assis à ma gauche, qui est le cofondateur et président du réseau Environnement Santé. Alors André, vous êtes chimiste, diplômé de l'École nationale de chimie de Nancy, toxicologue, chercheur, enseignant, lanceur d'alerte. Je vous donne la parole en premier, enfin j'ai sûrement oublié là quelques qualificatifs. Je vous donne la parole en premier et aimerais que vous nous expliquiez brièvement votre riche parcours personnel et dans quel contexte vous avez mis en place le réseau Environnement Santé que vous dirigez. Vous avez la parole. Bien, merci pour cette présentation. Oui, donc je vais résumer en 15 diapos 15 années. Mais j'aurais pu, si j'avais eu 50 diapos, j'aurais pu résumer 50 années d'action sur ce sujet de la santé environnementale. J'ai une idée fixe que je poursuis, qui est d'ailleurs de penser que c'est bien de soigner les gens quand ils sont malades, mais c'est bien aussi de faire en sorte qu'ils soient le moins malades possible. Voilà, c'est ma définition de la santé environnementale. Ça n'est pas la définition officielle, mais c'est la définition que j'utilise quand je fais des conférences, parce que tout le monde adhère finalement à cette idée. Elle est tellement simple que tout le monde adhère, mais dans les faits, la traduction en termes politiques est faible. Elle était faible, elle reste encore faible, mais on est en train effectivement d'en sortir, d'avoir une vision plus globale de cette question. Donc, le réseau Environnement Santé, on l'a créé il y a 15 ans, il y a 13 ans en fait, mais l'idée est venue du Grenelle de l'environnement, qui était une grande manifestation en 2017, où il y avait un atelier sur santé et environnement qui n'avait pas donné grand-chose. Et dans le cadre de ce Grenelle, on a rassemblé toutes les ONG qui étaient partantes sur cette idée de créer un outil pour porter la question de la santé environnementale, donc promouvoir la santé environnementale. Et parce que la santé environnementale, ça ne disait pas grand-chose à beaucoup de monde, on a pris un exemple de la nécessité, de l'urgence même, d'une politique de santé environnementale avec les biberons bisphénol A. Donc les perturbateurs endocriniens, les mots n'étaient pas connus à l'époque, mais par contre les biberons, tout le monde connaissait, et toute la génération, je crois qu'une grande partie de la génération nourrie avec des biberons en plastique, qui est ici dans la salle, puisque c'est dans les années 70 qu'on a trouvé très pratique de remplacer les biberons en verre par les biberons en plastique. Évidemment, quand le bébé fait tomber son biberon, ça ne casse pas, formidable. Le problème, c'est que quand on le passe au micro-ondes, eh bien, on dépolymérise le polycarbonate, qui est ce plastique, et donc 6 fois par jour, on donne une hormone de synthèse aux nourrissons. Voilà. Et toute une génération a été impactée de cette façon-là. C'est donc en lançant cette alerte le 3 mars 2009 qu'on a créé notre réseau, et on a été entendu, alors, très vite. Les collectivités locales se sont saisies de cette question. Vous voyez, c'était au mois de mars. Au mois d'avril, Paris retirait les biberons bisphénol de ses crèches. Une grande partie, des dizaines de villes ont suivi. Ce qui a pesé dans le rapport de force, c'est le Sénat, le 25 mars, vous voyez, un an après, interdit donc le bisphénol dans les biberons. Et puis les députés vont suivre. Et, très bonne surprise, en novembre 2010, l'Union européenne nous suit. Elle ne casse pas la décision française. Elle étend à l'ensemble de l'Union européenne cette décision.
Et dans la foulée, nous expliquons aux députés et aux sénateurs français que c'est bien de se préoccuper de la santé des nourrissons, mais ces nourrissons étaient fœtus avant. Tout le monde le sait. Et donc là, l'exposition aux perturbateurs endocriniens pendant la période fœtale est déterminante pour la santé de l'enfant et la santé des futurs adultes et la santé des générations futures. C'est ce qu'on appelle le changement de paradigme des perturbateurs endocriniens. Donc il y a urgence de ce point de vue-là. Et là, nous avons un vote unanime, ce qui est rare, hein, un vote unanime des députés français et des sénateurs. Et oui, j'ai toujours l'exemple que je cite en premier, quand on a été voir le responsable du groupe centriste, on avait effectivement un dossier, et il nous dit, mais c'est pas la peine, hein, je suis d'accord avec vous, mais vous savez, on a eu de la visite. Et en face de nous, on avait Bayer, BASF et Total. Donc vous voyez, quand j'entends dire les lobbies sont puissants, on ne peut rien faire, j'ai un contre-exemple, effectivement, d'arriver à poser, en tout cas, à porter la question de façon large dans l'opinion et de convaincre les responsables politiques, et c'est tout à fait possible. Et nous allons continuer. Nous avons une deuxième campagne qui a abouti en 2022. C'est une décision d'interdiction du perchloroéthylène dans les pressings. Alors, si vous voulez respirer l'odeur de perchloroéthylène dans les pressings en France, je ne sais pas si c'est le cas en Suisse, hein, en France, dépêchez-vous parce que c'est la dernière année. La décision a été prise en 2012. Alors, c'était un plan en 10 ans, évidemment, en commençant par les machines les plus anciennes. Et vous savez par quoi on a remplacé ? On a remplacé le perchloroéthylène, qui est un perturbateur endocrinien, qui est un toxique, CMR, etc. Enfin, il a toutes les qualités. C'est cette odeur très caractéristique, hein, du pressing. Il a été remplacé par un procédé à l'eau. À l'eau. Donc voilà, une substance qui contaminait l'espèce humaine, qui contaminait les travailleurs, qui étaient surtout des travailleuses d'ailleurs. On avait des données sur le cancer notamment, qui contaminaient les riverains, les enfants des riverains. On avait des effets sur les troubles cognitifs, sur les enfants des riverains. On avait une contamination de l'écosystème par l'eau, parce qu'une grande partie des artisans se débarrassaient de leur perchloroéthylène à l'égout. Hein. Tout ça revenait dans les stations de traitement qui essayaient de traiter, mais qui n'arrivaient pas totalement à traiter, et contaminait l'eau dite potable. Bah oui, effectivement. Donc là, on a résolu le problème. Alors, je ne dis pas que tous les cas sont de même nature, mais on a un cercle vertueux qui a été mis en place. Donc, à la suite de cela, on a expliqué à nos députés et à nos sénateurs qu'il fallait une stratégie. Il y a 1 millier de substances classées perturbateurs endocriniens. On n'allait pas faire 1000 lois. Ça n'avait évidemment aucun sens. Donc cette stratégie, ça a été long. On l'a demandé en 2012. On l'a obtenu en 2014. 2 ans, il a fallu effectivement taper du poing sur la table. Mais on a été entendu et on a fait reconnaître le changement de paradigme des perturbateurs endocriniens en 2014 avec un objectif, réduire l'exposition de la population. Donc là, il ne s'agit plus de dire il y a des normes, on les respecte, en dessous, il n'y a plus de problème. En matière de perturbateurs endocriniens, ça n'a aucun sens. C'est un bouleversement des connaissances scientifiques et qui a été formulé après à partir de 2009 d'ailleurs. Et donc, la deuxième phase, 2019-2022, on est en train de préparer la troisième phase de cette stratégie nationale, perturbateurs endocriniens. Pour l'instant, la Belgique s'intéresse, mais ça n'a pas été repris dans d'autres pays européens, ce qui est un peu dommage parce que c'est un bon support pour faire progresser la prise de conscience et déboucher sur des actions. Donc, pour avancer dans ce sens, nous avons lancé la charte d'engagement des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Donc en 2017, et aujourd'hui on peut dire qu'on a un Français sur 2 qui est dans une collectivité locale qui a signé la charte. Donc une collectivité locale qui signe la charte, on a 4 régions, et je peux rajouter d'ailleurs la 5e qui est la Normandie qui a fait un accord positif il y a quelques temps. On a donc 5 régions maintenant, 9 départements, et les grandes villes, enfin Paris, Strasbourg, Limoges, Bordeaux, Marseille, et en même temps des petites villes, des communautés d'agglomération qui signent et qui s'engagent. Et l'intérêt, aussi le bilan positif, c'est quelle que soit la couleur politique dominante de la ville et de la région. Par exemple, j'ai signé avec Valérie Pécresse, bien connue, qui est clairement une femme de droite, hein, et j'ai signé avec Christian Estrosi à Nice, et puis j'ai signé avec Grégory Doucet à Lyon, qui est un maire écolo. Voilà, donc, alors ça dépend. Ça ne veut pas dire que systématiquement tous les maires écolos d'ailleurs ont signé, ça ne veut pas dire que systématiquement tous les maires LR ou socialistes ont signé, ça dépend en fait du contexte. Hein. Mais de toute façon, je trouve effectivement des gens qui sont très motivés. Alors cette charte, c'est pas un guide Michelin, on n'est pas en train de distribuer des étoiles, en fait c'est un signal qu'on envoie, c'est un processus d'action qui se met en place. Donc
aurait restreint, enfin, principalement des pesticides. Alors dans les faits, c'était déjà largement engagé, mais avec la dimension quand même pesticide dans l'environnement intérieur. Une source totalement négligée, encore totalement négligée aujourd'hui. Là-dessus, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Réduire l'exposition des perturbateurs endocriniens dans l'alimentation, donc c'est principalement le bio, mais il y a un aspect effectivement qui est encore difficile à mettre en œuvre, c'est la contamination de l'alimentation ultra transformée, en fait, qui est contaminée lors de sa transformation, notamment par la grande catégorie de perturbateurs endocriniens qu'est la phtalate. Le troisième point, c'est l'information, la sensibilisation, et c'est effectivement ce que font les collectivités locales. Quand on signe la charte, il y a un article dans la presse municipale, il y a un article dans la presse régionale, on en parle aussi à la télévision régionale, et donc ça fait prendre conscience d'un problème. Et puis, les maires me disent d'ailleurs assez souvent, vous savez, quand on sort, nous, on se fait engueuler. Voilà. Et bien, par contre, là, les gens nous disent, c'est bien, monsieur le maire, ce que vous avez fait, c'est bien de vous préoccuper des problèmes des gens. Voyez. Donc c'est aussi ce qui explique une grande partie en fait, du succès aussi de cette démarche. Et le quatrième point, c'est les critères d'éco-conditionnalité. C'est le levier de la commande publique. Quand Paris demande à ses fabricants de lui fournir des produits de nettoyage sans alkylphénol, eh bien, on trouve des produits de nettoyage sans alkylphénol. Et donc, on fait la démonstration que c'est tout à fait possible et que la commande publique est un levier extrêmement important. Et le cinquième point, c'est l'information sur ce qui a été fait, le bilan qui a été fait pendant l'année. Et donc, ça crée une dynamique. Alors, ça ne se fait pas partout. Il y a un peu de greenwashing, ça c'est évidemment. Mais globalement, on a des collectivités locales qui se sont impliquées dans cette démarche et qui sont très heureuses de le faire. Vous voyez, donc les signatures, j'ai ma photo partout, évidemment, c'est moi qui signe. Donc, mais c'est pour démontrer effectivement que tout le monde c'est une cérémonie qui prend du poids, qui a du poids, Pardon, c'est moi, je fais une bêtise là. Voilà. La reconnaissance au niveau européen, c'est l'avis du Comité européen des régions en 2019. Vous voyez, qui demande à la Commission européenne de prendre exemple sur la campagne Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens et la campagne Non-A-City, c'est aussi nos partenaires des villes de la Baltique qui ont construit ce très, très beau travail Non-A-City. Et le Parlement européen vote une résolution dans le même sens, qui invite la Commission à soutenir la création d'un réseau européen des villes et des communautés locales sans perturbateurs endocriniens. Donc c'est un lien, enfin ça fait le lien effectivement avec le Green Deal, l'environnement sans substances toxiques d'ici 2050. Vous avez peut-être vu ou entendu la décision, l'annonce par la Commission européenne lundi dernier. On est vraiment dans une accélération du processus. La Commission européenne dit zéro pollution et élimination de 2000 substances d'ici 2030. Et donc, pour quelqu'un comme moi qui suis là, le 25 avril, c'est pour moi marquer d'une pierre blanche, parce qu'effectivement, alors je ne dis pas qu'on n'a pas été les seuls à agir, évidemment, mais le signal qu'on avait lancé en 2009 s'est élargi et on a une décision politique forte qu'il faut aujourd'hui, sur laquelle on peut s'appuyer. Et on a d'ailleurs la semaine prochaine, je suis invité à la conférence sur les substances chimiques qui se tient à Paris dans le cadre de la présidence française avec des représentants de la Commission européenne. On pourra en reparler pour sensibiliser la population, sensibiliser les professionnels de santé et de la petite enfance. Nous lançons dans le cadre de la campagne Villes et territoires sans perturbateurs endocriniens l'opération zéro phtalate. Les phtalates sont la grande famille de perturbateurs endocriniens. C'est lié en fait au plastique, c'est les plastifiants. C'est lié aux cosmétiques, c'est le fixateur des parfums notamment. C'est lié à l'alimentation ultra transformée. Si vous allez manger chez McDo un vendredi soir, on fait un dosage urinaire avant et le samedi matin, on fait un deuxième dosage urinaire, eh bien vous avez 50% de phtalate en plus. Donc, voilà, il faut le savoir, vous avez le droit d'aller chez McDo, c'est pas un problème. Mais l'alimentation ultra transformée, elle est transformée, elle passe par des tuyaux en plastique, elle passe par des récipients en plastique, et c'est dans ce cadre-là qu'elle se contamine. Donc, il y a 8 maladies infantiles. En fait, il y en a plus maintenant. Mais il y en a au moins 8 qui sont identifiées comme étant liées à l'exposition au phtalate pendant la grossesse ou pendant la petite enfance, avec des impacts transgénérationnels. C'est la caractéristique des perturbateurs endocriniens. L'exposition pendant la grossesse induit des effets chez les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants. C'est très impressionnant. Le mélange phtalate-bisphénol
on a des démonstrations d'impact sur la fertilité sur 3 générations. Alors c'est des démonstrations chez l'animal, évidemment, mais c'est tout à fait transposable à l'humain. L'obésité, l'asthme, les troubles cognitifs, les troubles du langage, l'hyperactivité, l'hypothyroïdie, les troubles de la reproduction et le MIH, qui est une pathologie dentaire qui est apparue en 2000, pathologie récente et qui touche 15 à 20% des enfants de 6 à 9 ans, donc qui est une fragilisation de la dent. Donc sur cette démarche, l'opération consiste à équiper, soit à couper les cheveux et à analyser les phtalates dans les cheveux, soit à équiper les volontaires, qu'on appelle les éco-ambassadeurs, donc l'appel qu'on peut lancer, voilà, c'est un bon support. Ces éco-ambassadeurs portent un bracelet en silicone. Ces bracelets en silicone captent un certain nombre de perturbateurs endocriniens, principalement les phtalates, qui captent bien les phtalates. Et donc, ça rend visible la pollution invisible. Et vous voyez effectivement, ça, c'est les résultats du travail qu'on a mené avec le département du Tarn et la mutuelle du Rempart, donc dans le Tarn, dans le Midi. On mesure effectivement, et le premier phtalate qui sort, c'est le DEHP. C'est une substance classée substance extrêmement préoccupante, qui est interdite dans la plupart des usages, et c'est néanmoins celle qui sort en premier. Pourquoi elle sort en premier? Généralement, c'est parce qu'elle est présente dans les sols en PVC. Un sol en PVC, c'est 40% de phtalate. Et c'est du DHP. Alors la question, c'est qu'effectivement, on l'a interdit, mais dans les faits, personne ne s'est soucié d'aller repérer ces sols. Et ces sols, ils sont présents dans l'habitat populaire, dans les HLM. Et donc, on va retrouver un lien souvent avec le gradient social des maladies infantiles. Les troubles du langage, notamment, varient selon le milieu social de 3 à 24%. Voilà. On peut corriger le gradient social en agissant sur l'environnement. Donc, on fait ce colloque le 6 octobre sur maladies infantiles, phtalates, habitat et perturbateurs endocriniens. Voilà. On a un travail avec l'assurance maladie, les caisses payantes d'assurance maladie qui sont engagées sur la campagne zéro phthalate. Et ça, c'est l'évolution de l'assurance maladie vers l'assurance santé. Donc, du point de vue changement qualitatif, c'est une donnée importante. Voilà. On a sorti les données de maladies infantiles à partir de la pratique des caisses. Vous voyez, les troubles du langage, mais entre deux caisses, entre l'Aisne et l'Indre, on a une différence, mais entre la CPTS, c'est une communauté professionnelle territoriale de santé, c'est-à-dire les regroupements de professionnels de santé. Ça varie de 1 à 2 entre ces deux. Donc ça donne une image aussi, ça rend conscient les professionnels de santé et de la nécessité d'agir, de remonter en amont sur les causes. Et dernier point, dernière campagne de sensibilisation dans les lycées. On a équipé près de 200 lycéens dans 7 lycées avec ces bracelets en silicone, en distribuant une plaquette et puis en faisant des réunions d'information. Et ça s'est très très bien passé. Il y avait un enthousiasme chez les lycéens, parce que c'est par principe, c'est la génération qui est la génération des futurs parents très rapidement. Donc il faut effectivement faire ces campagnes et agir à ce niveau-là. Voilà. Et puis dernier point, dernière action, on a rassemblé les associations qui le souhaitaient dans un collectif interassociatif pour la santé environnementale, avec la proposition, c'est une pétition qu'on a lancée, nous allons vivre en bonne santé sur une planète saine. Effectivement, ça semble de bon sens, mais ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant, et en demandant la création d'un GIEC de la santé environnementale. Et c'est ce qui a fait l'objet de cette rencontre de Grenoble, il y a un peu plus d'un mois, le 19 mars, mais on va reparler, parce qu'on a besoin effectivement de faire la synthèse des connaissances scientifiques pour éclairer la décision politique. Alors, j'ai bien noté effectivement l'idée d'un GIEC des substances chimiques, mais quand on voit l'interaction entre pollution chimique et alimentation, on voit bien que si on veut faire régresser, s'attaquer au risque, à la crise sanitaire dans laquelle nous sommes, et au risque de crise sanitaire à venir, c'est la croissance des maladies chroniques, c'est évidemment les zoonoses, l'interaction entre les deux. Il faut cette vision d'ensemble, mais on va en discuter. Je ne doute pas que Genève soit la capitale où ces questions-là vont effectivement prospérer. Voilà, merci. Bravo. Et effectivement, on a une série de négociations qui seront bientôt présentes à Genève, dans lesquelles on ne manquera pas de vous inviter. J'ai beaucoup de questions qui ressortent, mais comme on a des questions de temps et que je veux laisser l'opportunité à la salle de réagir, juste for the people who arrive late, if you don't speak French, the session is being translated. So Pour ceux d'entre vous qui n'avaient pas entendu l'annonce du début de la conférence, n'hésitez pas à prendre des écouteurs pour entendre la traduction vers l'anglais. Dernièrement, donc à l'Assemblée universelle de l'environnement, à la même assemblée, on a pris la décision de créer un GIEC pour les produits chimiques et autres.
et la pollution, on a aussi pris une décision qui a été très relayée dans la presse, qui est par rapport au plastique. Donc, il y a un panel intergouvernemental, une négociation qui va se mettre en place pour essayer d'éliminer le plastique le plus qu'on peut de nos vies, parce qu'on a quand même besoin du plastique pour certaines choses. Et ça, c'est aussi tout un travail qui est en cours et dans lequel il y a beaucoup de mobilisation à tous les niveaux et dans lequel les organisations non gouvernementales jouent aussi un rôle très important et pas toujours très visible, mais qui est extrêmement important. Alors, j'ai à présent le plaisir de me tourner vers ma droite, où est assis Philippe Chamaret, qui est le directeur de l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions. J'aimerais également, cher Philippe, que vous nous parliez de votre parcours personnel et du contexte de la création de l'Institut que vous dirigez. Vous avez la parole. Merci Diana et merci André pour cette passionnante présentation. On va directement passer là-dessus. Donc moi, je suis donc enchanté de faire votre connaissance à tous et à toutes. Philippe Chamaret, donc je suis le directeur de l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions. Mon parcours, très rapidement, je suis aussi chimiste. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion d'exercer dans cette activité. Ça m'a donné juste le bagage scientifique et méthodologique pour pouvoir comprendre ce que les chercheurs racontent. Donc à mon poste, c'est assez crucial. Mais voilà, de base je suis chimiste, et puis après c'est une expérience un peu expérimentale en étant passé dans la modélisation du climat et de l'environnement. Et puis en ayant croisé dans ce parcours-là les élus et les associations de collectivités qui hébergent des sites industriels. Donc c'est comme ça que, en fait, petit à petit, je me suis rapproché du territoire et de la dimension politique de l'environnement pour aujourd'hui avoir le plaisir de diriger cette structure. Donc que je vais vous présenter. Il y a deux dimensions dans ma présentation. La première, c'est que il faut voir ça comme une construction, comme la construction de quelque chose qui part d'un problème et qui arrive à un outil qui a été créé à l'initiative des citoyens et des collectifs. Puis la deuxième dimension, c'est une dimension de connaissance, parce qu'à partir de cet outil, il y a toute une connaissance qui a été développée, une connaissance qui est adaptée en fait aux enjeux. Mais bon, ça c'est tout l'objet de ma présentation. Donc déjà un petit mot du contexte duquel on part. Fos-sur-Mer est une ville industrielle qui se situe à 50 km de Marseille en France. C'est une ville qui est située dans un territoire industriel qui elle-même héberge une zone, ce qu'on appelle une zone industrielle et portuaire de 10 000 hectares qui est sortie de terre quasiment instantanément, disons en quelques mois, au début des années 1970, 10 000 hectares ont été aménagés pour héberger l'un des plus grands sites industriels de France, voire d'Europe. Et voilà, tout indiquait en fait que au cœur de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire cette époque où on a vu fleurir, alors du point de vue français, le Concorde, le TGV, enfin le progrès, quoi, l'industrie florissante. Eh bien, pour soutenir cette industrie florissante, il fallait des sites industriels, et Fos-sur-Mer est l'un de ces sites-là. Alors Fos héberge des industries lourdes. La caractéristique de ces industries, c'est qu'elles sont déjà émettrices, c'est-à-dire elles émettent des pollutions de façon intense, et en plus on a une diversité. Comme vous pouvez le voir, alors c'est en français, je suis désolé pour les anglophones, mais enfin comme vous pouvez le voir, on a l'industrie de l'acier, donc la sidérurgie, on a de la pétrochimie, on a en gros tout ce qui tourne autour du pétrole. On a également associé à cette activité industrielle, il y a aussi beaucoup de logistique et de transport maritime et routier. Et puis récemment, et là je développerai un peu plus, mais récemment le développement industriel s'est porté sur le stockage de l'énergie, c'est-à-dire l'accueil par exemple du gaz naturel liquéfié, et puis le traitement des déchets. Donc on a comme ça une progression
réglementation et puis une diversification encore plus grande de la nature de l'industrie. Résultat, et pourquoi je dis ça, eh bien, c'est que l'ensemble de ces émissions de polluants, que ce soit dans l'air, dans le milieu marin ou sur les sols, eh bien, ça provoque une exposition aux polluants des populations riveraines. Donc ici, on a 4 villes, Port-Saint-Louis-du-Rhône, Fos-sur-Mer, Port-de-Bouc et Martigues. L'ensemble de ces populations sont exposées à des expositions intense et diversifiée. Donc ça crée un problème parce que on a ce qu'on appelle l'effet cocktail, mais enfin on ne va pas aller jusque-là, on a juste un mélange de polluants qu'on ne connaît pas et dont on ne connaît pas non plus l'effet précis sur la santé. Alors ça, c'est depuis les années 70 et depuis 1970, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de soulèvements. C'est-à-dire qu'il y a eu certaines questions qui se sont posées sur l'effet de ces activités industrielles sur la santé, mais pas plus que ça. Pourquoi ? Parce que l'ensemble des habitants déjà travaillaient de façon plus ou moins directe dans les industries, donc ça crée quand même un rapport à l'industrie un peu différent. Et donc voilà, un peu paternaliste, disons, et c'est pas dans ces configurations-là qu'on se soulève. Mais dans les années 80-90, il y a eu un départ en retraite assez massif, et puis aussi une période de chômage. Et donc ça a fait une population des habitants qui connaissaient l'industrie et qui n'y travaillaient plus, donc qui favorisait en fait la prise de position. Et puis surtout, il y a eu la décision de la ville de Marseille d'installer son incinérateur, en fait, pour le traitement des déchets, de l'installer à Fos-sur-Mer. Donc là, ça a soulevé un mécontentement qui a cristallisé un peu tout ce que les habitants vivaient depuis les années 70, c'est-à-dire des fumées, des expositions, des odeurs peut-être aussi, et des sols pollués. Mais la gâchette de ce coup de feu, ça a été cette mobilisation anti-incinérateur où on s'est enfin, je dirais enfin oui, parce que ça faisait 40 ans, on s'est posé la question de savoir ce que provoquait l'activité industrielle sur la santé. Et la surprise, eh bien, c'est que on ne savait pas. On ne savait pas parce que la connaissance n'était pas au rendez-vous. La connaissance, à l'époque, au début des années 2000, elle était essentiellement liée à ce que permet la réglementation. Or, la réglementation au niveau de l'environnement est totalement lacunaire. D'ailleurs, elle n'est pas faite pour connaître, elle est faite pour fixer certaines limites qui n'ont pas de justification, d'ailleurs, au niveau de la santé, qui n'ont pas de justification non plus sur l'état des milieux. Ce sont des limites qui sont issues de normes elles-mêmes fondées sur ce que peuvent faire les opérateurs industriels. Donc on voit que entre les textes réglementaires et les limites réglementaires et la réalité du territoire, c'est-à-dire quels sont les polluants en présence et qu'est-ce que ça fait sur la santé, on voit bien qu'il y a un gap énorme. Et ce gap-là n'a pas permis de répondre aux populations qui se soulevaient contre l'installation de l'incinérateur et par rapport à leurs questions sur la santé. Et donc les élus ont pris cette opportunité et ont répondu à la demande des citoyens en définissant ce qu'on appelle aujourd'hui une politique scientifique de territoire. C'est-à-dire que le principe de la politique scientifique de territoire, c'est de développer la connaissance pour pouvoir appuyer la décision. C'est-à-dire que c'est un outil qui fait... c'est une politique qui vise à rassembler d'un côté la connaissance scientifique précise qui répond à des enjeux, et puis les décisions qui vont être prises après, parce qu'on peut prendre n'importe quelle décision, on peut décider par exemple d'aménager un schéma, enfin de modifier un schéma d'aménagement urbain. Si on n'a pas la connaissance au départ, on fait à peu près n'importe quoi. Donc cette politique scientifique de territoire, elle se décline en fait en 3 principes, qui est que la connaissance, plutôt que d'être sectorisée en silos, elle doit être intégrée. C'est-à-dire qu'au sein de l'Institut éco-citoyen, puisque l'Institut éco-citoyen est l'outil pour mettre en œuvre cette politique-là, au sein de l'Institut éco-citoyen, on étudie à la fois l'air,
les sols, le milieu marin, la végétation et la santé. Tout ça dans une seule et même équipe qui se parle. Donc il n'y a pas de silo comme on peut voir dans la recherche, et les silos se comprennent. Pourquoi? Parce que si on veut travailler et si on veut développer une connaissance très précise d'un sujet, on est obligé de se focaliser sur ce sujet. Donc les silos, ils sont là aussi, il y a une utilité du silo. Il ne faut pas non plus démonter les silos en disant que ça ne sert à rien. Non, le fait de se focaliser sur un sujet, c'est quand même la possibilité d'aller très très loin sur ce sujet. Et donc, il faut des structures différentes des laboratoires de recherche pour pouvoir justement mettre ensemble et intégrer tous ces sujets-là pour répondre à une demande politique, pour répondre à une demande citoyenne. J'ai dépassé. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, les trois principes sont en face de vous et permettent en fait d'impliquer les citoyens dans ce développement de la connaissance pour pouvoir en fait identifier les questions de territoire, c'est-à-dire qu'est-ce qui pose problème au territoire, et puis développer la connaissance scientifique de façon à y répondre de façon précise. Je m'arrête là. Oui. Et ça fait 10 minutes. Bon. Ouais. Désolé, c'est difficile de couper. On passe vite les slides. Vous avez vu, on aurait pu rester là pendant un petit moment. Je suis désolée. C'est toujours très difficile de couper la parole à des personnes qui ont tellement de choses à partager avec nous. Alors, quelque chose qu'on n'a pas... Enfin, vous allez tous intervenir surtout sur des sujets en lien avec la pollution. Et puis, une des choses qu'on n'a pas mentionnées au cours de ce panel, c'est que, en termes de ce qu'on appelle les limites planétaires, en lien avec il y a un centre, le Stockholm Resilience Center, qui a défini les limites planétaires par rapport à un certain nombre de sujets. Et en ce qui touche la pollution, on a dépassé les limites en termes de pollution qui sont, je cherche les mots en français, qui sont sûrs pour l'humanité, pour la planète. Et donc, on est bien au-delà. Ça, c'est une recherche qui est apparue il y a quelques mois, donc il n'y a pas très longtemps. Donc, certainement beaucoup de choses à faire et ces mobilisations sont très importantes. Alors, je vais passer la parole à une autre activiste, héroïne sur ces questions-là. J'ai le plaisir de me tourner donc à ma gauche vers Mallory Guyon, qui est porte-parole du collectif Colère Pure Santé de la Vallée de l'Arve, qui est en fait aux portes de Genève. Et pour ceux qui, comme nous, suivent les questions en lien avec la qualité de l'air dans la région, cette vallée de l'Arve, elle est souvent en niveau de vigilance rouge en termes de qualité de l'air, avec des impacts importants sur la population, notamment les plus jeunes, et pas seulement, comme dénoncé par votre collectif. Marjorie, vous avez la parole et je vous passe... vous voyez, je ne suis pas très bonne à bouger les slides. Voilà. Bonjour à tous. Merci Liana, et puis en tout cas merci pour cette invitation, parce que c'est un honneur pour notre collectif. Et en fait, je vais vous raconter une histoire, la mienne et celle, excusez-moi, je suis un peu émue, et celle d'un collectif de femmes. Voilà. Donc moi, je me présente, je suis le docteur Mallory Andriantavi Guyon. Je suis médecin généraliste en fait aux Ouches, près de Chamonix, au pied du Mont Blanc. Et je suis aussi médecin de la petite enfance. Il faut savoir que j'ai décidé de m'engager dans le domaine de la santé-environnement et dans la pollution effectivement de l'air, puisque je trouve très paradoxal qu'on suffoque dans les montagnes. Alors, je me suis dit, en tant que médecin, qu'est-ce que je peux faire? Puisqu'il faut savoir qu'il y a encore 4 ans de ça, la pollution de l'air était un sujet tabou au pays du Mont Blanc. Et que mes collègues, je les entends encore me dire, attention, chut, on ne dit rien, il ne faut pas en parler, parce qu'il ne faut pas faire fuir les touristes, et il ne faut surtout pas mettre en danger l'économie locale. Ça m'a choquée à l'époque, et il faut savoir qu'avant en fait, de découvrir qu'il y avait de la pollution de l'air à la montagne, moi je pensais que ce n'était pas vrai. Et puis en fait, j'ai découvert qu'en fait, malheureusement, c'était un vrai problème de santé publique dans la vallée de l'Arve. Et je me suis dit comment agir. Alors j'ai décidé d'agir à plusieurs niveaux. Au niveau citoyen, localement, avec le collectif éco-citoyen Colère Pure Santé. Au niveau médical local, avec un collectif départemental pour la santé, le collectif Environnement Santé 74. Et au niveau médical national, avec le collectif Air Santé Climat.
Pourquoi je me suis engagée? Ben voilà, je vous laisse regarder la photo, je pense qu'elle parle d'elle-même. On a cette nappe effectivement de pollution, pas que l'hiver, toute l'année, il faut le savoir. Et on a différentes sources de pollution effectivement au pied de nos montagnes. Le trafic routier, le trafic international des camions, les usines de décolletage, les incinérateurs, une usine effectivement sur le secteur de Passy, là où j'habite, de graphite carbone. Nous avons le problème du chauffage au bois l'hiver et bien sûr une densité de population qui était assez importante. Donc, comme je vous l'ai dit, j'habite à Passy, à 20 km de Chamonix, au pays du Mont-Blanc, et il faut savoir que c'est la commune la plus polluée de France. On connaît effectivement chaque année des pics de pollution et des vigilances en fait pollution alerte à plus de 5 par an, alors que ça c'était la normale. Et nous, des fois, on est à 20, 30, 40 jours. Je suis mère de 3 enfants. Et la cause, en fait, qu'est-ce qui m'a fait m'engager? C'est que j'ai eu un de mes enfants qui a été malade, hospitalisé à 6 mois pour une bronchiolite. Et pendant 18 mois, il n'a pas arrêté d'être malade et traité par corticoïdes inhalés et ventoline. Et je ne comprenais pas à l'époque pourquoi. On me demandait tout le temps si j'étais fumeuse. Je disais non. Et en fait, j'ai découvert que l'air était pollué. Fin d'année 2016, début d'année 2017, où en fait, vous avez toute une population qui s'est soulevée en colère parce qu'on avait connu des pics de pollution des jours et des jours et des jours, de nombreux jours, les uns après les autres. Un médecin, en fait, avait lancé l'alerte en disant que la pollution de l'air tue. Ça avait provoqué un tollé général auprès des élus locaux qui, effectivement, l'avaient accusé de dire n'importe quoi, alors que c'était la vérité. Et face à cela, des manifestations citoyennes ont été organisées. Et face à ces manifestations, les élus locaux ont dû réagir et ont organisé des états généraux de l'air. On avait alors une lueur d'espoir à ce moment-là, et ce même médecin, en fait, était même présenté pour être député. Malheureusement, il n'est pas passé. En plus, il faut savoir qu'en septembre 2017 a été publiée l'étude EQUIS. Donc ça, c'est une évaluation quantitative de l'impact sanitaire dans le cadre de la pollution de l'air en 2017 qui ramenait 85 morts prématurées liées à la pollution de l'air en vallée de l'Arve. Donc ça, c'est encore une autre raison pour laquelle, effectivement, il fallait se mobiliser. Et aussi, la raison principale, c'est bien sûr nos enfants malades. La pollution de l'air, moi en tant que médecin généraliste, ce que je vois beaucoup, ce sont des bronchiolites chez les petits-enfants et les bébés, des bronchites asthmatiformes chez les enfants, les adultes et les personnes âgées, des asthmes nouveaux chez les sportifs, c'est la toux de la vallée, des trachéites, des laryngites. Et je trouve que ce qui n'était pas normal, c'est d'en voir en dehors de l'hiver. On peut en voir le printemps, l'été, l'automne. Forcément, je me posais des questions. Je me suis dit, c'est pas normal. Là, je vous ai mis des photos sur, effectivement, les vigilances pollution. Voilà, un titre choc, mais qui, malheureusement, est la vérité. Et bien sûr, les mobilisations des citoyens pendant, effectivement, des manifestations. Des dessins d'enfants, voilà. Et donc là, j'arrive dans le vif du sujet. Donc, vu que effectivement il y avait une certaine inertie, on était 4 femmes. D'ailleurs, Muriel, je te remercie. Nous sommes rencontrés lors d'une marche pour dénoncer ces 85 morts prématurées. Et là, on s'est dit, il faut qu'on s'organise. Est venue l'idée d'un collectif, pas d'une association. Un collectif, c'est l'avantage qu'on soit organisé horizontalement. C'est-à-dire que chacun est libre de venir quand il le souhaite et selon ses disponibilités et selon effectivement ses expertises ou ses spécialités pour faire avancer la problématique de la pollution de l'air. Nous avons été lancés en fait en janvier 2017 grâce aux médias locaux qui ont bien voulu publier une étude environnementale autofinancée qui en fait révélait des taux de métaux lourds anormaux, si vous voulez, dans des poussières dans une zone de Passy. Donc ça crée un scandale auprès des élus locaux qui bien sûr nous en voulaient d'avoir publié dans les journaux sans les avoir prévenus ces résultats qui étaient très inquiétants. Et donc on s'est effectivement autoproclamé collectif
pour la lutte contre la pollution de l'air, afin effectivement de pousser ces élus locaux à agir pour retrouver un air respirable, le bon air de nos montagnes et protéger la santé de tous et nos enfants. Et là, je vais vous parler effectivement de toutes nos actions. Et il faut savoir qu'on avait cette volonté d'agir à plusieurs niveaux, parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Donc nous avons organisé plusieurs analyses, des analyses environnementales, poussière, air, champignons, œufs, eau. Malheureusement, on a retrouvé des taux anormaux en métaux lourds, en dioxine, en PCB, en furane, en perchlorate, en perturbateurs endocriniens. Ensuite, nous avons en parallèle organisé des procédures judiciaires. Nous avons récolté 540 plaintes contre X qui nous ont permis de réaliser, en fait, de mettre en place une procédure pénale. Et nous avons réuni plus d'une dizaine de dossiers médicaux pour une procédure administrative pour laquelle l'État a été reconnu effectivement fautif, mais n'a pas été condamné. Et nous sommes en appel. Et après toutes ces actions, en fait, j'ai décidé avec le collectif d'organiser une campagne de prélèvement de cheveux à la recherche effectivement des métaux lourds. Et j'ai eu 82 prélèvements, dont 76 enfants, et nous avons retrouvé malheureusement des taux anormaux en cadmium, en plomb et en mercure. Donc, à chaque analyse que nous avons fait, à chaque résultat catastrophique, nous avons interpellé la préfecture qui, bien sûr, nous disait que circuler, il n'y a rien à voir, tout est normal. Et face à cette omerta, on continue encore effectivement à revendiquer toutes ces choses qui ne sont pas normales dans l'environnement et qui ont un impact sur la santé des habitants et des enfants. Ah oui, des taux aussi anormaux en HAP, qui sont cancérigènes aussi, je tenais aussi à le préciser. Là, voilà, sont nos dépôts de plainte. Voilà, là, c'était au tribunal administratif. Là, c'était la campagne de cheveux. Bien sûr, on n'oublie pas les mobilisations citoyennes. Nous avons organisé plusieurs marches pour l'air et le climat sur le secteur effectivement du Pays du Mont-Blanc, mais aussi en Suisse. On est beaucoup sur les réseaux sociaux pour informer la population. Et bien sûr, on a beaucoup été sollicité par les médias, les radios, les télés, que ce soit localement ou alors au niveau national. On a aussi réalisé un spot lors de la première marche pour l'air et le climat et aussi un documentaire, Il faut sauver les Alpes, dans lequel on a exposé nos initiatives éco-citoyennes. Parce qu'on n'est pas... on dénonce effectivement les problèmes, mais on est aussi là pour proposer des solutions concrètes à la population. Et pour cela, nous avons créé un Repair Café pour l'économie circulaire, la seconde vie et une recyclerie effectivement du Mont Blanc. Voilà. Et c'est des choses effectivement qui parlent à la population et qui fait que les gens s'engagent au quotidien petit à petit. Et bien sûr, ça donne un poids aussi à notre collectif à dire qu'on est dans l'action. Il faut être dans l'action. Voilà, il faut montrer l'exemple, il faut motiver la population et derrière, forcément, les politiques vont suivre. Grâce à toutes ces actions qu'on a menées sur tous les tableaux, on a eu effectivement la chance de pouvoir travailler avec d'autres associations, une association locale, l'association pour la qualité de vie à Passy, qui nous ont permis en fait d'avoir un travail de terrain et surtout récolter tous les rapports sur les rejets de l'incinérateur et de l'usine de graphite carbone à Passy et nous ont permis aussi quand même de rencontrer les élus locaux pour pointer du doigt ce problème au niveau des rejets de ces usines. On a aussi permis avec ce collectif d'impulser aussi la création d'un collectif médical départemental, qui a un engagement donc départemental mais aussi transfrontalier et qui a permis de former les professionnels de santé, informer et aussi éduquer la population, mais aussi d'apporter des arguments forts pour que les politiques du département en fait se mettent en place en fait pour des actions fortes pour notre santé et l'environnement. Là, c'était effectivement le premier congrès. Vous vous rendez compte, c'est historique pour nous, le premier congrès sur la pollution de l'air pour les professionnels de santé. C'était au mois de juin à Annecy. Et au niveau national, on a la chance de pouvoir effectivement échanger avec le réseau environnement santé avec André Sicolella et aussi participer au collectif interassociatif santé environnement et le travail aussi que je fais avec le collectif Air Santé Climat, donc ce qui permet en fait de vulgariser, médiatiser les données scientifiques, échanger avec les politiques, organiser des actions, des événements, pétitions, conférences, colloques.
Et actuellement, les travaux en cours, donc nous avons participé à l'appel de Grenoble pour un GIEC de la santé environnementale. Voilà, donc comme le disait André, c'est pour synthétiser des connaissances scientifiques, éclairer l'opinion publique et bien sûr déboucher sur des décisions politiques pour une bonne santé sur une planète saine. Et enfin, notre dernier projet qui est en cours de création est l'Institut éco-citoyen du Mont-Blanc en collaboration avec l'Institut éco-citoyen de Fort-sur-Mer qui, pour nous, est un exemple de mobilisation citoyenne exemplaire. Et on est honoré effectivement de pouvoir monter ce projet pour étudier et connaître les différents polluants, eau, air, sol, leur impact sur la santé. Et là, j'ai beaucoup d'espoir effectivement d'avoir enfin des chiffres sur la santé de nos enfants, sur effectivement des chiffres sur les cancers, sur les problèmes cardiovasculaires, pour pouvoir effectivement faire basculer les choses auprès de nos élus locaux et prendre des décisions adaptées à notre territoire, parce que nous sommes quand même dans une vallée qui est enclavée, où il n'y a pas d'air et où on a toutes les sources polluantes. Donc j'espère qu'effectivement on pourra se déclarer en territoire fragile et qu'on pourra avoir des actions bien ciblées. Et nous espérons, avec le collectif Colère Pure, avoir un poids aussi dans les changements de valeurs réglementaires au niveau des polluants atmosphériques au niveau européen. Voilà, c'est un grand espoir qu'on a. Et voilà, donc là, l'appel de Grenoble, là, avec Philippe Chamaret qui avait accueilli effectivement mes collègues, le lancement de l'Institut éco-citoyen. Et en conclusion, oui, la mobilisation éco-citoyenne doit être forte parce qu'on est tous des héros. Il n'y a pas que nous, vous êtes des héros et vous pouvez changer tous les jours le monde, la santé, l'environnement. Faut s'y mettre. Il faut commencer, voilà, peut-être Hypercafé. Enfin, chacun a une spécialité là-dedans. Et il faut juste se lancer. Et en 4 ans, nous avons pu faire en sorte que ce sujet de la pollution de l'air ne soit plus un tabou. Maintenant, on en parle. Maintenant, les gens en parlent, me posent des questions au cabinet, me disent « Docteur, est-ce que vous pensez que c'est la pollution de l'air si je suis malade ?» Les gens viennent participer à nos différents événements parce que la problématique est tellement énorme. C'est une exposition chronique à un air insalubre. C'est une urgence sanitaire pour nos enfants, pour nos montagnes. C'est un enjeu de santé publique. Et cet effet cocktail, il faut qu'on le connaisse. Et c'est grâce aux citoyens et à leur pression qu'on pourra effectivement changer les décisions politiques pour un air respirable et pour une bonne santé pour tous. Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage qui était extrêmement poignant. La première conférence au niveau international sur les questions de pollution de l'air n'a eu lieu qu'en 2018 et la pollution de l'air tue 7 millions de personnes par an. On va faire les questions à la fin. On brûle tous de poser des questions. Je vais sauver du temps pour ça. Alors j'ai le plaisir maintenant de me tourner aussi vers ma gauche, vers Sonia Ediger, qui est aussi médecin et qui est membre de la branche médecins de Extinction Rébellion. Et Sonia, vous êtes basée en Suisse, pas très loin de Genève. Vous êtes une grande militante pour la cause environnementale et on va écouter ce que vous avez à nous dire. Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir invité ici. Moi, je vais vous parler d'Extinction Rébellion et des Doctors pour Extinction Rébellion. Donc, c'est un petit peu différent de ce qui a été présenté jusqu'ici. Extinction Rébellion, peut-être que vous avez entendu parler, c'est un mouvement qui a commencé fin 2018 en Angleterre et puis qui est arrivé début 2019 en Suisse. Ça, c'était notre déclaration de rébellion. Donc, c'est un mouvement qui a 3 revendications toutes simples. La première, c'est d'arrêter les... Non, j'ai oublié. Valérie, aide-moi. Ah oui, déclarer l'urgence climatique. Excusez-moi, je suis un peu émue. Donc, la déclaration d'urgence climatique, c'était la première demande. Ça a été fait dans de nombreuses villes, même cantons, même pays. Mais en fait, c'était pas très efficace jusqu'à présent. Il fallait déclarer l'urgence climatique et parler, que les élus parlent avec les médias pour vraiment informer la population. On a encore de la peine avec les médias.
La deuxième, c'est de zéro émission de CO2 à 2025. Alors, tout le monde nous traite d'extrémistes, mais en fait, on dit 2025, c'est déjà beaucoup trop tard. Donc, ça aurait dû être fait, on aurait dû commencer à travailler là-dessus en 1970. Donc, 2025, ça veut dire c'est maintenant qu'on doit arrêter. Et puis, on n'a pas de proposition claire pour comment on peut faire ça. Notre proposition, c'est la mise en place d'assemblées citoyennes, comme ça a été fait en France, mais des assemblées citoyennes avec pouvoir décisionnel, parce que sinon, ça ne doit pas être juste des propositions, c'est vraiment les citoyens qui doivent pouvoir décider pour eux-mêmes comment ça va se passer. Voilà, dès le début, on a été soutenu par quelques personnalités. C'est aussi un mouvement qui a vraiment un ADN qu'on appelle nos principes et valeurs. Ces principes et valeurs parlent surtout du soin à soi-même pour permettre le soin aux autres et pour permettre le soin à la planète. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Et ces principes et valeurs nous aident vraiment à prendre des décisions sur comment on va agir. Le moyen qui a été choisi par Extinction Rébellion pour parvenir à ces buts, c'est la désobéissance civile. Et ça a marché très bien parce que c'est un tout petit groupe qui a commencé et c'est vraiment par la désobéissance civile qu'on a pu obtenir l'attention des médias. Et quand on a commencé en 2019, on a été vraiment considérés comme des terroristes. Et puis de plus en plus, on voit que on nous invite, par exemple, même ici, les gens et même les politiciens se rendent compte qu'on a besoin de gens qui réveillent, qui font des manifestations un peu extrêmes, des blocages pour dire la vérité. Et c'est toujours non violent. Ça peut être considéré comme de la violence par certaines personnes qui se trouvent bloquées dans leur voiture, mais c'est vraiment absolument non violent par rapport à la violence qu'on fait subir à notre planète. Donc ça, c'était une des premières grosses actions à Lausanne. Et ces actions sont toujours très joyeuses. L'ambiance sur les actions est joyeuse. On veut aussi montrer qu'on peut avoir une façon différente de vivre ensemble, d'interagir, de prendre soin les uns des autres. Et puis, les Doctors for XR se sont constitués fin 2019. On s'est rendu compte au sein du groupe qu'on était en fait plusieurs soignants, beaucoup de soignants. C'est évidemment pas que des docteurs, on a pris ce nom un petit peu pour les médias, mais c'est toutes les personnes qui travaillent dans le soin et qui s'occupent de soigner. Donc, aussi bien dans la santé physique, dans la santé mentale et aussi bien dans les médecines alternatives. C'est vraiment toutes sortes de soignants. Ah oui, voilà, ça c'est la désobéissance civile, ça nous amène à être souvent confrontés avec les policiers et c'est quelque chose qu'on assume à visage découvert, on assume que voilà, on est là pour alerter. Ça c'est le flyer des Doctors for XR. Je pense que vous pouvez encore... Ah non, il est plus valable le QR code, désolé. Je continue? Ok.
Donc, on s'est réunis à plusieurs et la première chose qu'on a fait, c'est d'organiser une conférence au CHUV. Parmi nous, il y avait des étudiants et ils ont pu avoir la plus grande aula du CHUV. Le CHUV, c'est l'hôpital cantonal du canton de Vaud. Le centre universitaire. Et là, on a eu des intervenants vraiment de qualité qui sont venus parler de la situation et de la nécessité de s'engager. Il y avait plusieurs collectifs qui étaient présents, les médecins en faveur de l'environnement, les engagés pour la santé et Doctors pour Extinction Rébellion pour la première fois en public. Cette conférence nous a permis vraiment de toucher beaucoup de personnes. Et quelques jours plus tard, il y a eu une grosse action de nouveau de blocage à Lausanne avec une soixantaine de professionnels de la santé qui ont accepté de désobéir parce que c'était une manifestation non autorisée. Et qui étaient dans la rue pour dénoncer l'inaction du gouvernement. Voilà, c'était ça c'est moi. On a aussi participé évidemment à toutes les marches pour le climat. On veut vraiment que la population et les élus se rendent compte qu'il y a un lien étroit entre destruction de l'environnement, pollution et santé. Et ce lien n'est pas fait actuellement du tout. Voilà, j'ai montré ça, c'est juste pour montrer que les actions... toi, tu as parlé des médias, vous avez été soutenu par les médias locaux, mais c'est vraiment extrêmement difficile d'obtenir l'attention des médias. Et on a l'impression qu'on doit toujours faire plus pour qu'ils écrivent un entrefilet. C'est vraiment difficile. Là, c'était une action qui s'appelait « Pas de retour à la normale », juste... à la fin du confinement dans le canton de Vaud, le Parlement s'est réuni dans une grande salle à Yverdon et nous étions présents avec beaucoup de chaussures vides pour leur demander de ne pas retourner à la normale ou la normale. Ça a été la première action vraiment des Doctors for XR à Lausanne, où nous avons été très agréablement surpris d'avoir pas mal de professeurs dans nos rangs. L'ancien médecin cantonal du canton de Vaud également, pourtant d'un parti de droite, mais qui s'est senti le devoir de s'allonger avec nous sur cette place parce qu'il ressent également cette urgence climatique et environnementale. La plus grosse action que nous avons menée, c'était ici à Genève, devant le siège de l'OMS, où nous avons demandé à rencontrer le directeur, le docteur Tedros. Donc nous nous sommes réunis sur la place des Nations et on est arrivé devant l'OMS où Dr Tedros nous a accueillis. C'était à l'occasion de l'Assemblée mondiale de la santé et nous avions un message à lui transmettre pour tous les ministres de la santé du monde qui étaient réunis à Genève en virtuel, vu les conditions Covid. Et Dr Tedros nous a bien accueillis et il nous a dit qu'il était l'un des nôtres. Il est reparti avec un badge. Et effectivement, quelques jours plus tard, à la cérémonie de fermeture de l'Assemblée mondiale, il a présenté notre lettre
avec nos demandes qui sont des demandes de vraiment diminuer cette technologie, cette course au progrès incroyable, favoriser vraiment la prévention plutôt que le curatif, chercher les causes des maladies et pas juste courir derrière toujours. Voilà, mais pour cette grosse action où 200 professionnels de la santé ont participé, il n'y a eu qu'un petit entrefilet, pas un seul article de journal en Suisse. Par contre, ça a été relayé dans le monde. Merci. Nous avons fait la même chose pour Alain Berset, juste avant la COP26. Nous lui demandons aussi d'appliquer en Suisse. C'est le ministre de la Santé en Suisse, pour ceux qui ne sont pas... Voilà, merci. Malheureusement, Alain Berset nous dit que tout est entrepris déjà pour faire ce qu'il faut faire et qu'il ne peut pas faire plus que ça. Donc, il nous faut vraiment des assemblées citoyennes. Voilà, pour finir, j'aimerais dire que notre mouvement continue de tisser des liens avec toutes sortes d'autres organisations, de réseaux citoyens, mais aussi avec la politique, qu'on va continuer à être dans la rue parce que c'est nécessaire. Et puis aussi que beaucoup d'entre nous s'engagent, soit politiquement, mais aussi beaucoup dans la résilience, dans une autre vision de système de santé, comme des maisons de soins plus axées sur la prévention que sur le curatif, et d'enseignement à la population de comment prendre soin de soi-même et simplement et prendre soin de la planète en même temps. Voilà, merci. Merci Sonia. Merci Sonia pour ce témoignage. Et puis, je me tourne à présent vers la dernière intervenante dans ce panel, qui n'est pas du continent européen. Il s'agit d'Olena Zotova, qui est présidente du réseau d'action pour la santé durable du Québec, qui est un réseau qui est plus récent que ce qui nous a été présenté. Olena, la parole est à vous. Et Olena va s'exprimer en anglais. Merci beaucoup. Ça va me faire plaisir de participer à la discussion par la suite en français, mais je vais présenter en anglais. Alors, mon nom est Olena. Pour me présenter, I'm going to switch in English. Voilà, je vais passer à l'anglais. J'ai eu une formation de médecin au Québec, mais étant donné que nous sommes face à l'urgence climatique, j'ai décidé de m'éloigner du milieu médical et de ne pas m'engager sur ce plan-là, puisque j'avais envie de me vouer plutôt au climat. Je viens de l'Ukraine, enfin mes origines sont ukrainiennes. Je suis donc très sensible vis-à-vis des injustices et des inéquités. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner un aperçu général d'un réseau d'action qui a été mis sur pied au Québec et rebondir un petit peu sur certains des narratifs présentés par les membres du panel aujourd'hui qui m'ont beaucoup inspiré. C'est donc pour vous donner un aperçu structurel de la façon dont nous pouvons gérer les communautés dans le genre de projet présenté aujourd'hui. Notre initiative s'appelle le réseau d'action pour la santé durable au Québec. Work for sustainable health in Quebec. Quelques informations. Je suis subventionnée par le réseau d'action pour la santé durable au Québec et le ministère du Québec pour les relations internationales.
L'Association pour la santé publique du Québec travaille sur toute une série de différents plans. Son objectif étant d'évoluer dans le sens de la santé durable. Et notre entité n'est qu'un seul des éléments qui sont inclus dans leurs activités. Nos actions menées depuis 2 ans se fondent sur quelques hypothèses qui ont été prouvées dans la littérature. Les professionnels de la santé sont des voix en qui on a confiance. Les narratifs humains sont importants et nous devons nous fonder sur nos propres histoires, celles de nos patients et des différents membres de la communauté. Et en troisième lieu, nous attachons beaucoup d'importance au leadership interdisciplinaire. Il ne s'agit pas simplement des experts qui se battent pour lutter contre le changement climatique ou la santé durable. Il s'agit aussi de veiller à ce que chacun trouve le rôle qui lui revient dans un mouvement général. Quelle est notre mission? Protéger la santé durable dans un environnement sain au Québec. Notre objectif général est de mobiliser les services de la santé, des soins de santé et les services sociaux, en tout cas leurs parties prenantes, de façon pérenne et stratégique au Québec dans le cadre de cette mission. Comment nous y prenons-nous? Nous facilitons la concertation et la collaboration multipartite. Nous partageons les ressources et les expériences. Nous renforçons les capacités et l'éducation. Et nous promouvons le leadership et la redevabilité sociale. Qui sommes-nous? Alors, nous avons lancé notre initiative au mois de mars, officiellement, fin mars. Nous avons réuni 20 organisations dans les services de soins de santé et les services sociaux au Québec, ce qui équivaut à environ 150 000 personnes qui travaillent ou sont représentées dans le secteur de la santé au Québec, à savoir environ 50% des professionnels de la santé, des étudiants de la santé dans la province. Nous avons envie de mobiliser un plus grand nombre d'associations et d'organisations dans les mois et les années à venir, inspirées par d'autres alliances et coalitions qui ont été lancées à l'échelle mondiale, telles que celle en Australie, celle au Royaume-Uni, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui nous inspire? Pourquoi mettons-nous sur pied ce système? Eh bien, il y a un cadre qui est en place, qui a été mis en place par l'OMS à la fin des années 90, lancé par un médecin qui s'appelle Charles Bolin. Il s'agit du cadre de redevabilité sociale créé initialement pour des institutions de l'enseignement. Vous avez les différents éléments à l'écran. On y souligne la nécessité de relier les professionnels de la santé, les institutions académiques, les communautés, les administrateurs de la santé et les décideurs politiques. Il s'agit de créer une plateforme pour que les gens puissent communiquer leurs besoins, collaborent et partagent pour mettre sur pied un système de la santé qui se fonde sur les besoins des gens. C'est absolument passionnant puisqu'on rassemble toute une diversité d'acteurs dans un même cadre et parmi les 20 institutions qui participent à nos activités, nous avons des représentants des professionnels de la santé, des associations de la santé, des syndicats, des associations d'étudiants, nous avons des institutions universitaires, des facultés et des entités qui travaillent sur la recherche. Nous avons aussi sur le plan des collectivités, des sociétés, des groupes de la société civile, des ONG communautaires et des individus du grand public. Et nous sommes aussi en contact de plus en plus fréquemment avec les administrateurs de la santé, y compris les représentants du ministère de la Santé, même si le ministère n'est pas membre officiel de notre réseau. Il gravite autour. Et enfin, il y a les décideurs politiques, je les ai mis en gris, tout simplement parce que nous avons du mal à les inclure dans le réseau à proprement parler, mais ce sont des acteurs très importants que nous avons réussi à inclure sur le plan relationnel plusieurs institutions affiliées au gouvernement, des instituts de la santé publique par exemple, qui sont sous les auspices du ministère de la Santé ainsi que les ministères de la Santé et de l'Environnement avec qui nous travaillons pour pouvoir mieux communiquer avec eux directement. Que faisons-nous comment réunissons-nous
nous, tous les acteurs, nous avons un programme conjoint, la Charte pour la santé durable au Québec, qui s'articule autour de 3 principaux axes. Tout d'abord, il y a l'axe qui consiste à limiter les changements climatiques. On veut devenir moins dépendant des combustibles fossiles, réduire les émissions de gaz à effet de serre, arriver aux émissions zéro le plus rapidement possible. Deuxième pilier ou deuxième axe, soutenir les communautés pérennes, favoriser l'action environnementale, lutter contre la pollution de l'air et ainsi de suite. Troisième pilier, exploiter un système sanitaire pérenne. Nous savons tous que le système sanitaire est responsable d'environ 5% des émissions au Canada. Nous avons 4 demandes qui incluent avoir un système sanitaire émetteur zéro au Québec. Alors, comment collaborons-nous? Nous avons un système de gouvernance partagé avec des organisations, avec des différentes organisations membres. Nous avons créé des structures participatives qui permettent une bonne collaboration entre les différents membres, y compris des consultations auprès des membres de la communauté et des parties prenantes, des comités interdisciplinaires, des projets collaboratifs. Nous organisons aussi des projets conjoints avec les communautés. Alors, quelles sont nos réalisations? Voici une petite liste des actions entreprises, y compris une pétition pour un système sanitaire neutre sur le plan du carbone au Québec. Nous avons publié plusieurs rapports, nous avons été dans les médias, nous avons organisé des campagnes en ligne pour mettre sur la table des arguments sanitaires en faveur d'initiatives communautaires. Nous avons organisé des formations diverses et variées. Nous essayons de rompre les différents silos qui existent sur le plan interdisciplinaire et essayons de créer une plateforme qui se déferait de ces silos. Et nous voulons, en créant un mouvement, nous assurer d'avoir le soutien d'institutions qui traditionnellement sont plus conservateurs. Il s'agit d'améliorer et de promouvoir le changement social. Il y a de nombreux exemples discutés dans la littérature à ce propos. Nous essayons toujours de nous inspirer d'autres exemples qui ont existé. Il y a un modèle qui a été mis au point par Kanye et Kramer qui se fonde sur 5 clés indispensables pour résoudre les problèmes complexes. Première clé, un programme conjoint, nous l'avons déjà, des systèmes de mesures conjointes, des activités qui se renforcent mutuellement, des communications continues et une organisation qui jouit d'un soutien sur le terrain. Voilà donc où nous en sommes pour là. Nous devons encore travailler sur les systèmes de mesures. Nous devons aussi améliorer nos activités mutuellement renforçantes, entre autres. Que nous réserve l'avenir? Nous devons continuer à travailler sur les ressources limitées et le problème de financement. Nous attendons à l'heure actuelle quelques réponses en matière de financement. Nous devons mieux faire participer les décideurs politiques et renforcer l'engagement institutionnel. Ce sont des travaux en cours, mais c'est très prometteur. Et quelques réflexions à propos du financement dans le modèle d'impact collectif. Nous avons clairement dit que nous avons besoin de plus de financement pour des initiatives conjointes, des initiatives individuelles, mais surtout, pour utiliser l'analogie de la forêt, nous devons financer la forêt et pas seulement les arbres dans la forêt. Nous devons donc trouver ces collaborations communautaires et ces liens
entre organisations et non pas seulement des solutions spécifiques qui s'appellent des innovations dans le secteur à but non lucratif. En changeant de paradigme, ainsi, nous pourrons mieux soutenir ces initiatives qui ont le potentiel de créer un changement social et créer des structures plus pérennes pour nos sociétés. Voilà, je vous encourage à entrer en contact. Vous avez nos coordonnées à l'écran. Nous répondrons à vos mails. Nous nous réjouissons d'entendre vos expériences et je me réjouis aussi du débat que nous allons avoir dans quelques instants. Merci beaucoup. On va commencer la session questions et réponses. Et désolé, vous m'avez vu préoccupée, mais on a un petit problème avec le live. Il y avait une question, vous aviez levé la main tout à l'heure, est-ce que vous avez toujours la question? Alors, quand vous prenez la parole, présentez-vous, appuyez sur le petit bouton pour que les interprètes puissent aussi traduire. Donc, monsieur, je vous donne la parole. Le bouton, oui. Oui, c'est bon. Mon nom est Hafid Derbal, je représente une organisation qui s'appelle Terre des Hommes Schweiz, qui est située à Bâle. Et je travaille surtout avec des communautés avec des organisations qui travaillent avec des communautés en Afrique australe. Ma question, c'est surtout pour les 3 premières présentations où j'avais l'impression que c'était pas notamment les grandes zones urbaines qui sont mobilisées. Ma question, c'est toujours comment mobiliser les communautés, parce que c'était voilà les ONG. Je crois que toutes les présentations étaient assez claires et très intéressantes pour moi en termes d'ONG, de structure et du travail qu'on fait au jour le jour. Mais ce qui serait intéressant pour moi, c'est de voir quels sont les défis, les chances, les stratégies pour mobiliser ensuite les communautés comme telles. J'ai vu dans le langage, on parle toujours de héros, de citoyens, mais sur les images, je vois beaucoup de citoyennes, d'héroïnes. Et sur les décisions politiques, je sais, notamment en secteur rural, que là, on parle surtout de structures assez patriarchiques. Donc, voilà, la première question, c'est comment mobiliser les communautés et tout simplement sur les images que j'ai vues, est-ce que c'est une mauvaise image que j'ai ou c'est beaucoup plus, je vois beaucoup plus de femmes actives sur la défense? Et est-ce que mon image est correcte que sur les décisions prises, beaucoup moins de femmes qui sont représentées? Et c'est des questions que je ne vois pas uniquement en Suisse, mais aussi un peu dans le monde entier. Voilà un peu ma question que j'avais tout à l'heure. Voilà, merci. Merci pour cette double question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme ça, tout le monde réfléchit. Oui. Please introduce yourself because Veuillez vous présenter. Merci. Merci à tous. Merci de ces discussions très intéressantes. Je m'appelle McFadden, je viens d'ONU-SIDA, un réseau mondial d'organisations communautaires et VIH-SIDA. C'est essentiellement pour le réseau environnemental de Genève, mais si d'autres membres du panel peuvent répondre, vous êtes les bienvenus. Le titre de l'événement en anglais est « Rien ne se fera sans les communautés, le rôle des ONG ». L'affiche promotionnelle et certaines des images que nous avons vues au début, c'était des images de gens dans le sud. Je crois que toutes les ONG représentées au niveau du panel font partie du Nord. Les communautés du Sud sont les communautés les plus vulnérables et les organisations communautaires dans ces zones jouent un rôle très important dans la crise environnementale. L'intitulé est « Rien ne se fera sans les communautés ». Il serait donc important que les communautés du Sud soient impliquées dans ces discussions. Vous avez aussi parlé des militants VIH-Sida et un des slogans que nous avons, c'est « Rien pour nous sans nous ». Donc, à l'avenir, est-ce que votre réseau ou les autres organisations pourraient mieux travailler sur l'inclusion des communauté du Sud? Merci beaucoup. Questions, et puis je donne la parole à André et aux autres intervenants pour vos questions. Donc, vous avez vu aussi la participation to this forum. Vous avez vu la participation à ce forum consiste en gens qui viennent du Sud, mais la majorité des représentants ici, à cause de la situation Covid, toujours proviennent du Nord. Lorsque le secrétariat du forum a mis sur pied le panel,
Bon, ils sont obligés d'encourager du présentiel pour les membres du panel et c'est la raison pour laquelle vous finissez par avoir un panel qui consiste essentiellement des représentants du Nord mondial. Mais nous sommes à Genève et à Genève, nous veillons toujours à avoir non seulement des panels qui représentent la parité des sexes, mais aussi une parité géographique. Et en effet, de nombreuses collectivités du Sud ont une pertinence dans ces discussions quand nous parlons des plastiques et autres éléments que j'ai évoqués dans mon introduction. Nous veillons toujours à avoir soit les gouvernements, soit les organisations de la société civile qui représentent effectivement cette région du monde. Mais je donnerai la parole aux autres membres du panel. Vu que vous avez été directement interpellé, puis je vous laisse les autres. Oui, je vais répondre tout de suite à la question. Je crois que l'enjeu, c'est de comprendre effectivement l'importance du lien environnement-santé. C'est-à-dire qu'on a, classiquement, et c'est normal, on est parti de pollution ciblée, visible. C'est-à-dire au départ, c'était la pollution des cheminées d'usines, ça se voyait. La pollution de la vallée de l'Arve se voit, hein, mais il y a des pollutions qui ne se voient pas. La pollution par le bisphénol ou les phtalates, ça ne se voit pas, on est contaminé tous les jours. On devrait être à zéro, on est contaminé tous les jours. Et donc il y a un vrai enjeu de comprendre, de rendre visible la pollution invisible. Et ça, c'est le travail des ONG, de rendre visible. Et c'est pour ça que j'ai évoqué effectivement cette campagne qui consiste à mettre un bracelet en silicone. Et les gens sont très surpris parce que le bracelet en silicone, ça fait très lycéen, quoi. Et en fait, ça capte un certain nombre de polluants et ça donne effectivement une image. Et quand on le fait avec des professionnels de santé, c'est très intéressant. Parce que les professionnels de santé pensent qu'ils ne sont pas concernés. Ils pensent que c'est les autres qui sont concernés, ceux qui sont en face d'eux, mais pas eux. Et donc, en même temps, quand on fait le focus sur les maladies infantiles, c'est des maladies qui touchent toute la population. Celle qui vit en ville et celle qui vit en milieu rural. En fait, parce qu'une grande partie de cette contamination, alors il y a la contamination qui vient de l'extérieur, mais c'est la contamination intérieure. Ce qu'on a sous-estimé énormément, c'est l'enjeu de la pollution intérieure. C'est l'enjeu de la contamination par ces familles de perturbateurs endocriniens. Le problème est relativement récent, en fait, hein, et la prise de conscience des effets, notamment sur plusieurs générations, n'est pas encore faite. Et donc, effectivement, d'où vient cette contamination dans l'environnement intérieur? Eh bien, c'est effectivement la relation au plastique, c'est les sols en PVC, mais c'est aussi, par exemple, les perfluorés, les poils Tefal, enfin les poils anti-adhésives, c'est effectivement les retardateurs de flamme. On travaille actuellement sur les crèches. On se dit, les crèches, là, c'est vraiment l'endroit où on fait attention. Les crèches sont 50 fois plus contaminées que les logements par les retardateurs de flamme. Pourquoi? Parce qu'il y a des réglementations, il faut éviter l'incendie. Belle initiative. Pour éviter l'incendie, on contamine toute la population qui passe longtemps en crèche. C'est pas proportionnel au temps, en plus. On met des polybromés. On a mis des polybromés, qui sont une grande famille de retardateurs de flamme, dans les oreillers. Les oreillers. Vous voyez, les incendies à passe d'oreiller, il n'y en a pas énormément. Hein, c'est pas... et par contre, les nourrissons qui sucent leur oreiller, voilà, ça effectivement. Oui, c'est cette dimension-là sur laquelle on a voulu faire un focus, mais qui ne veut pas dire que les autres sources de pollution sont négligeables. Elles vont évidemment se croiser. Si on prend le problème de l'asthme, grand problème, un enfant sur 10 actuellement. Un enfant sur 10. Effectivement, l'asthme, pollution extérieure, mais pollution intérieure. Si vous avez un sol en PVC, une grande étude suédoise, 3200 enfants suivis pendant 10 ans, qui aboutit à un chiffre, c'est bien un sol en PVC dans la chambre des parents, pas dans la chambre des enfants, dans la chambre des parents, le taux d'asthme est multiplié par 2. Donc vous enlevez le sol en PVC dans la chambre des parents, vous diminuez d'un facteur 2 le risque d'asthme. Vous n'avez aucun médicament qui vous donne ce type de résultat. Et c'est gagnant à tout coup. C'est gagnant à tout coup. Sans parler des autres maladies infantiles. Donc vous voyez, il faut avoir cette vision d'ensemble de la pollution et aussi avoir la perspective d'agir. Ce n'est pas la même façon d'agir sur la pollution de la vallée de l'Arve que d'enlever un sol en PVC. Et quand effectivement la Commission européenne dit on interdit les PVC d'ici 2030, je peux vous assurer que c'est un changement considérable. Pourquoi? C'est qu'un PVC, c'est 40% de phtalates.
40% de phtalates qui contaminent l'ensemble de l'environnement intérieur, qui contaminent l'ensemble de l'écosystème. On trouve des phtalates dans les fourmis d'Amazonie. Donc je ne vais pas développer trop parce que là j'ai beaucoup à dire, mais c'est la santé humaine, santé de l'écosystème, vous voyez. Et donc pour répondre vraiment à votre question, les petites communautés, la communauté rurale, eh bien effectivement les gens sont contaminés de la même façon, peut-être plus. Il y a la contamination agricole notamment, parce que quand on parle de pesticides, c'est principalement des perturbateurs endocriniens. Vous avez d'autres pesticides. Si vous mettez du fipronil sur vos chats, parce qu'effectivement c'est d'éviter les puces sur les chats, vous mettez du fipronil, qui est un perturbateur endocrinien. Vous voyez, tout ça fait un ensemble dont il faut sortir. Micro. On se comprend, c'est juste... Ma question n'était pas visée sur... Pour moi, c'était vraiment la mobilisation des communautés et comment ça se fait. C'était surtout vraiment sur cette question. Et je voulais vraiment me concentrer sur les communautés plutôt rurales, parce que je vois moins de défis pour les zones urbaines, mais surtout pour les communautés rurales. Voilà ma question. On a dans les signataires, par exemple, la communauté d'agglomération de Saint-Omer, 50 communes, dont des petites communes. J'ai signé avec la présidente qui était maire d'une commune de 200 habitants. Voilà. Et donc, les collectivités locales sont vraiment l'endroit... C'est là où, effectivement, il y a la plus grande sensibilité parce qu'effectivement, les élus sont beaucoup plus proches de la population et sont en capacité de plus traduire, effectivement, l'attente de la population. Puis ils ont le levier de la commande publique qui est extrêmement important. Hein, extrêmement important. Et donc, là, on voit effectivement des changements. Changer le PVC dans les crèches ou dans les logements HLM, ça dépend, effectivement, du département, ça dépend donc des bailleurs sociaux, ça dépend de la mairie. Donc là, on a des possibilités d'action. On n'est pas obligé d'attendre la réglementation qui descend de Paris, qui descend de l'Europe. Ouais. On est un peu en retard, mais je vais quand même donner la parole à tout le monde. J'enchaîne avec Philippe à ma droite et puis Marjorie, OK ? Oui, alors s'agissant des communautés et de l'implication en fait des gens sur ces questions-là, nous on est passé par deux systèmes, c'est-à-dire un système qui intégrait les associations de défense de l'environnement, qui étaient mobilisées sur des conflits en fait, et c'est à partir des conflits que l'implication se cristallise. Après, quand on a les associations de défense de l'environnement, on n'a pas tous les citoyens. Et au contraire, c'est quand même une toute petite partie en fait des habitants d'un territoire. Donc, comment impliquer et comment tenir compte en fait de la demande et des besoins des personnes, eh bien, l'Institut éco-citoyen a choisi de faire un volet participatif à la recherche qu'on développe. C'est-à-dire qu'on implique tout un chacun dans son usage de l'environnement, dans la connaissance qu'il a pour cette question-là. Et on les implique dans le processus de recherche. Donc, il y a à la fois le conflit, et le fait d'y répondre et de voir ce qui crée conflit. Donc ça, c'est une première implication. Et puis la deuxième implication, c'est l'usage de l'environnement. Et ça, je pense que donc nous, on n'est pas dans une grande agglomération, hein, on est plutôt dans une zone industrielle, mais limite un peu rurale, où les gens ont un fort lien avec le territoire et avec ce qui s'appelle l'identité, enfin voilà, les profils environnementaux. Et donc c'est à travers ça en fait qu'on arrive à capter et à répondre à leurs attentes et à leurs craintes parfois. Merci. Marjorie, vous allez enchaîner parce qu'on est... Ouais. Alors, donc vous parliez de la mobilisation des communautés. Vous avez aussi parlé en fait qu'il y avait une histoire aussi des héroïnes, des héros. Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Nous, je pense que la mobilisation s'est faite dans une communauté donc de montagne qui vit comme je l'ai dit, du tourisme et de l'économie, par exemple liée à l'industrie du décolletage principalement. Et c'était effectivement un gros enjeu de faire bouger les choses, puisque c'était, comme je vous dis, l'omerta totale. Et en fait, ce qui a fait basculer, effectivement, on n'était que des femmes, mais je pense que on était tellement pris aux tripes pour nos enfants qu'en fait, on était prête effectivement à déplacer des montagnes.
pour faire un jeu de mots. Et on était prête à aller le plus loin possible. C'est pour ça qu'on est allé en justice. C'est ce qui a fait basculer les choses. Et en plus, les médias derrière ont suivi. Et là, je pense que c'est ça qui a enfoncé le clou. Et d'ailleurs, on nous a reproché, nous en tant que femmes, au départ, les élus locaux nous ont traités d'hystériques, hein. Même d'autres associations. Oh là là, ouh là là, les ménagères avec leur réunion Tupperware, elles sont bien gentilles, mais bon, ça va 2 secondes, quoi. Voilà, quand même, comment au départ on nous a considérés dans le collectif. Et mais je pense que quand on est pris personnellement aux tripes pour nos enfants, ça fait avancer les choses. Et je pense que le gros levier, si vous voulez faire bouger une communauté, c'est quand même les médias. C'est quand même les médias. Et ça, au départ, on a peur d'être médiatisé, mais en fait, c'est un gros levier. Et les médias, c'est ce qui a fait qu'effectivement, la communauté, en tout cas de la vallée de l'Arve, a bougé. Vraiment. Parce que là, on se dit, ah mince, on en parle à la télé, à la radio, localement, nationalement. Donc, c'est qu'il y a forcément un problème. Et ensuite, là où on essaie de travailler, c'est effectivement au niveau scientifique et médical. Parce qu'au départ, les médias, ça part comme de rien, hein, et ça, entre guillemets, du succès, hein, au niveau de la population, de la communauté. Mais après, il faut aussi cette mobilisation scientifique et médicale. Il faut après apporter les preuves, une expertise. Voilà, il faut ce discours scientifique qui donne en tout cas de la valeur en fait à notre combat. Et voilà, et du poids auprès des élus locaux. C'est toute cette soupe qui fait que ça prend. Mais il faut avoir effectivement toutes ces actions et puis tous ces côtés effectivement médias, scientifiques et citoyens. Je pense que c'est ça qui fait bouger les choses. Je donne la parole à Sonia peut-être pour répondre à la question du monsieur sur la mobilisation autour du combat du VIH. I wanted to answer you, but I can't remember exactly what your question was. Je voulais vous répondre, mais je ne me souviens pas exactement quelle est la question que vous avez posée. Vous demandez pourquoi on ne peut pas faire la même chose au sujet du climat que ce qu'on a fait avec le VIH. Très bien. Alors, pour exemple, XR, c'est une organisation qui est internationale. Le Royaume-Uni a élaboré de nombreux outils qui sont partagés de par le monde. Il y a donc XR Inde, XR Afrique du Sud, XR Nigeria. Il y a des filiales de par le monde qui partagent également des informations, à savoir comment se mobiliser, comment agir, comment faire. Donc, de notre côté, oui, nous nous occupons du Sud. J'ai oublié qu'on avait les interprètes, donc je me suis dit on est 5 minutes en retard, on peut encore, mais en fait les interprètes ont aussi leur temps compté et ils enchaînent avec d'autres réunions. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on continue les discussions en bilatéral, mais avant ça, je vais donner 30 secondes à chacun des intervenants pour qu'ils nous donnent... j'ai bien compris que la discussion, elle n'est pas finalisée là. Il y a beaucoup de choses dont qu'on aurait pu développer et aborder. Mais je vais leur donner à chacun 30 secondes pour qu'ils nous donnent un message final sur qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on retienne de leur intervention ou des interventions de leurs collègues. Et on va commencer, on va repasser dans le même ordre dans lequel on avait commencé. Donc je commence par donner la parole à André, 30 secondes ou moins. Oui, moi je suis très court. Je l'ai dit. Il y a 2 mots, moi, pour résumer ma vision des choses, optimisme et mesuré. Optimisme parce qu'effectivement, on a un problème majeur devant nous, qui est la crise sanitaire, devant nous et derrière nous d'ailleurs. Et quand on s'en rend compte, on se dit c'est terrible, on aurait dû commencer il y a 50 ans et 60 ans, oui. Bon, ceci étant, on est là, on peut agir et avoir des résultats. C'est pour ça que mes 15 diapos, je les ai focalisés sur ça. On peut trouver, si on évoque les dioxines, évidemment, on va dire ça c'est dommage parce que on a une contamination qui va durer pendant des décennies, c'est clair. Mais on doit mobiliser la population sur des objectifs qui peuvent être atteints. Réduire les troubles du langage à l'âge de 2 ans, c'est possible. Voilà. Merci. Mais en fait, on a commencé il y a 50 ans avec la conférence de Stockholm, dont on fête les 50 ans dans quelques jours, et où il y avait une grande mobilisation des ONG et des acteurs de la société civile
Mais effectivement, la pollution était déjà à l'ordre du jour de la conférence de Stockholm il y a 50 ans, mais il y a des choses qui ont été mises en place, mais certainement pas suffisamment. Je me tourne vers Philippe pour son message final. En 30 secondes, je pense que ce que j'aimerais que vous reteniez de ma présentation, c'est qu'il est nécessaire d'apporter une connaissance adaptée et précise à ceux qui prennent les décisions. C'est le point crucial de tout changement. Je pense que tout ce qui a été dit à cette table ramène aussi à ça, c'est-à-dire que si on étudie, c'est pour mettre dans les mains des décideurs les états des lieux et les méthodes qui permettent de changer. Donc il y a beaucoup de choses à faire parce que je pense qu'on est un peu à la préhistoire de cette approche-là, mais c'est tout à fait possible et ça a été fait dans un milieu et dans un territoire à très haute tension qui est celui de Fos-sur-Mer. Marjorie ? Moi, je répéterai que voilà, vous êtes tous des héros, vous pouvez tous agir à votre niveau. Faites quelque chose, agissez, même si vous avez l'impression que c'est rien, mais si, c'est beaucoup, en faveur de la santé et de l'environnement. Et je dirais qu'un mot, résistance, résister. Tout est possible, on a les moyens. Voilà. Merci. Je vous laisse enchaîner. Alors, je rejoins Marjorie, mais je dirais vraiment prendre conscience de l'urgence climatique, mais pas seulement intellectuellement, mais dans ses tripes. Aller s'enfoncer là-dedans, aller vraiment regarder ce que ça veut dire. Et une fois qu'on le sent dans nos tripes, on est obligé d'agir. On n'a pas le choix. Et on agit sur nous, sur notre comportement, mais aussi en s'engageant dans différentes choses. Peu importe où vous vous engagez, mais engagez-vous. So to conclude, building on what has been. Pour conclure, la crise de la perte de la biodiversité, du changement climatique, de tout ce qui se passe de par le monde, ces crises sont provoquées par des structures de pouvoir oppressantes. Il nous faut donc construire des organisations, il nous faut nous réunir, il faut engager les communautés, c'est essentiel si l'on veut avoir une stratégie qui nous permet de modifier le système en place. À ceux qui sont ici dans la salle avec nous, à ceux qui ont pu suivre en direct malgré le problème technique, et puis évidemment à nos intervenants, et les discussions peuvent continuer en bilatéral. Et moi, je peux vous dire, moi qui suis fonctionnaire international, qui a la chance de participer à beaucoup de négociations internationales, que les mobilisations, la société civile est très importante, mais aussi ce qu'elles font dans certaines communautés qui viennent, donc très présentes dans les négociations sur la biodiversité et dans d'autres négociations. Je parle de la biodiversité parce qu'ils se sont réunis ici il n'y a pas très longtemps, en mars, et le bâtiment a été rempli pas seulement d'ONG, mais aussi de représentants de communautés très actifs sur leurs questions sur place et qui font pression sur les gouvernements pour que des mesures soient prises pour faire face à ce qui nous arrive. Voilà, il est temps de conclure, c'est jamais facile, mais je vous encourage à continuer les discussions en bilatéral. Merci à toutes et tous.